Bonjour et bienvenue sur TV Sèvres-Maine. C'est notre émission désormais mensuelle, notre rendez-vous mensuel avec des auteurs, avec la littérature, avec des livres de toute espèce et de tout genre au pluriel. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Lefebvre pour son livre Pieds de carton et jambes de bois, on va en reparler tout de suite. Bruno Piquet pour son livre Tribulation d'un cerveau tourmenté. On lui demandera si c'est de son cerveau dont il est question. Et puis Philippe Maire pour Le singe vert, mais ça n'est pas un ouvrage de zoologie. Nous sommes ici en direct depuis le centre culturel Leclerc de Clisson, où désormais vous pouvez trouver tous ces ouvrages dont nous parlons régulièrement maintenant tous les mois. Bienvenue donc à TV Sèvres-Maine et bienvenue au centre culturel de Leclerc. Alors, Frédéric Lefebvre, nous allons commencer par vous. Oui. Bien que la parité, on pourrait commencer aussi par les messieurs, mais on va commencer par vous, car nous avons toujours un petit zeste de tradition ici à TV Sèvres-Maine. Alors, vous avez fait un petit bouquin épatant parce que il est question de quelques problèmes importants, pieds de carton et jambes de bois. Explication. Alors en fait il y a 9 ans j'ai eu un grave accident médical, j'ai été opérée du dos et quand je me suis réveillée je me suis retrouvée complètement paralysée de la moitié du corps, atteinte d'un syndrome dit de la queue de cheval, un syndrome avec un nom assez rédhibitoire. De la queue de cheval. Oui, c'est-à-dire qu'en fait les racines de ma moelle épinière ont subi, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait j'ai été victime d'un aléa thérapeutique, la médecine n'a trouvé aucune explication à ce qui s'était passé. Si ce n'est que je me suis retrouvée avec toutes les racines des ramifications de ma moelle épinière complètement fichues, avec donc des atteintes neurologiques de la moitié de mon corps, donc une partie de mes jambes, une partie de mon système urinaire et une partie de mon système digestif. Donc il a fallu que je me reconstruise. Déjà ils ne m'ont pas expliqué du tout ce qui m'arrivait, parce qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Donc je me suis retrouvée face à un milieu qui était complètement dans le mutisme total. Donc moi il a fallu que j'accepte ça. Et j'ai voulu raconter en fait tout mon parcours, ma déconstruction d'abord, puis ma reconstruction pour arriver à ma résilience en fait. Alors, quel est votre sentiment après ce que vous avez vécu sur le monde médical en général? Alors, moi, mon vécu, j'ai d'abord eu de la colère forcément parce que je demandais des explications et je voyais que derrière on était incapable de m'en fournir. Oui. J'ai d'abord eu le sentiment qu'il s'était passé quelque chose, mais qu'on ne voulait pas me le dire. Donc j'ai fait un procès qui a duré plus de 2 ans. Un procès qui s'appelle la CRCI, Commission régionale de conciliation et d'indemnisation. C'est un procès à l'amiable. Parce qu'en fait, quand il y a un aléa thérapeutique, qu'on ne trouve pas en fait une explication médicale, on vous indemnise, c'est l'État en fait qui vous indemnise. Et en fait, j'ai d'abord eu cette colère, mais ensuite j'ai eu un apaisement parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'accepte que je n'aurais jamais d'explication. Mais par contre, le ressenti que j'ai eu sur ce milieu, c'est un extrême fossé qui se creuse entre le patient et le praticien qui, certes, sans doute, se rend compte qu'il ne peut pas tout expliquer, mais par contre, il est incapable de dire au patient, voilà, ça s'est mal passé. Alors, pardonnez-moi, est-ce qu'il est incapable de le dire ? Donc c'est de l'incompétence dans ces cas-là, ou est-ce qu'il ne veut pas le dire, ce qui peut-être ça peut être à partir d'un bon sentiment, alors, vous comprenez? Moi je pense que ça dépend, c'est pas forcément lié qu'au milieu médical. Je pense que moi je suis tombée sur quelqu'un qui a mal accepté ce qui s'est passé, mais qui a été incapable, il n'arrivait pas, il n'avait pas envie de me le dire, et je pense qu'il avait peur. Et oui. Je pense que ma peur à moi, s'est télescopée à la sienne. Et du coup, en fait, on est resté chacun dans nos difficultés. Mais par contre, moi, ma force, ça a été de ne pas lui en vouloir. Parce que j'avais pas envie d'avoir d'aigreur. Je pense très honnêtement que ce genre de personne, à mon avis, est plus à plaindre que moi. Parce que moi, justement, j'ai pas eu ce ressenti. J'ai réussi à travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à faire ce livre? Votre livre, je rappelle, le titre « Pieds de carton et jambes de bois », c'est assez original d'ailleurs comme titre. Oui. Et c'est même presque humoristique. Oui, c'est humoristique. Et dans votre cas, je trouve que c'est une bonne réaction quand même. Alors, vous avez décidé d'écrire ce livre-là après votre expérience. Après mon procès.
et après le procès. Ouais. Alors pourquoi? Parce que j'ai voulu écrire à la ministre de la Santé, je lui avais fait une grande lettre, c'est la ministre qui était responsable de l'indemnisation. Comment s'appelait-elle à l'époque? C'était Roselyne Bachelot, je crois. Et en fait, j'ai eu une lire, réponse. elle savait lire. Oui. Bah, je pense qu'elle a de l'humour aussi, d'ailleurs. Oui, ça vaudrait mieux. Parce que... Voilà. Et en fait, j'ai eu une réponse. Je ne sais pas si elle l'avait vraiment lu. Enfin, c'est sa secrétaire qui m'avait retéléphoné, qui m'avait dit vos mots sont porteurs et vous rendez justice aux gens qui souffrent. Utilisez vos mots et continuez comme ça. Et ça a été un déclencheur pour moi. Et là, vous avez décidé d'écrire ce bouquin. Mes amis aussi m'ont poussé, ma famille m'ont dit vas-y, sers-toi de tes mots pour rendre justice aux gens qui n'ont pas peut-être ton vécu et ta force pour pouvoir dire les choses avec pragmatisme. Et j'ai voulu être directe et expliquer que quand on se retrouve comme ça du jour au lendemain morcelé, c'est loin d'être facile, mais qu'on a chacun des capacités qu'on peut exploiter pour réussir à s'en sortir. Oui. Et c'était vraiment pour rendre justice à la fragilité, faire une éloge à la fragilité. Je vois dans votre livre un chapitre intitulé « Administration, je te glorifie ». Oui. Vous êtes bien la seule au monde à glorifier l'administration. Alors oui, bon, c'est péjoratif forcément, oui, le titre. Je m'en doutais un peu. En fait, j'ai fait exprès de faire un peu d'humour noir et d'être parfois cynique dans mon livre. Parce que quand vous vous retrouvez être obligé du jour au lendemain à recevoir par exemple ce fameux macaron GIC, grande invalide civile, atteinte à 80%, pour pouvoir vous reconstruire dans la vie professionnelle, c'est un véritable parcours du combattant parce que vous avez parfois des agents administratifs, certains sont très humains, mais d'autres en fait, qui prennent un tel recul qu'ils se rendent même plus compte que derrière la personne qui a son macaron, il y a un être humain, quoi. Et j'ai voulu montrer que c'était quand même extrêmement difficile et qu'il y a des sacrées aberrations. On vous répond des choses, mais on se demande si on est dans le même monde. Et puis alors, chacun de vos chapitres fait ressortir à chaque fois quelques citations d'auteurs connus. Oui. Vous avez choisi cette méthode dans quel but? Alors, parce que je trouvais que... je vois Gandhi, par exemple, je vois Syntex, et puis d'autres, Diderot même. Oui. On parle plus beaucoup de Diderot de nos jours. Non, mais c'est des références littéraires. Oui. Moi, j'ai fait un bac littéraire, j'ai toujours aimé la littérature. Et je trouvais que chaque citation résumait bien l'état d'esprit dans lequel je me trouvais pour chaque chapitre et chaque étape que je voulais structurer et raconter. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Alors, je continue ma reconstruction. Là, j'ai eu dernièrement un médecin positif, justement, qui m'a greffé un appareil pour que j'aille mieux au niveau de mes problèmes urinaires. Je continue mon ascension, j'espère continuer, mais j'ai toujours des moments très difficiles parce que mon invalidité, elle est toujours là. Et j'ai l'intention de continuer à écrire, on m'y a poussé d'ailleurs. Et je pense que je vais peut-être continuer sur des thèmes de prédilection qui me sont chers, sur l'ouverture à la différence, la société, ce sujet-là et d'autres peut-être. Vos ouvrages, chaque fois, ce sont des cris, des réclamations ou des protestations. Un cri du cœur. Au moins, oui. Et le prochain livre, ce sera la même chose dans le même esprit aussi. Je sais pas, j'ai plusieurs idées. En fait, j'ai commencé un peu à un personnage avec des thèmes qui moi me sont chers. Après, en fait j'ai commencé plusieurs chapitres, je sais pas trop encore comment ça va se structurer, mais je pense que je suis peut-être pas encore en phase parce que je porte encore ce livre et comme j'ai besoin de souffler, mais je sais pas, j'ai que quelques idées. Ce sera encore un combat, votre livre prochain? Je pense. Un combat social parce que je suis une battante et il y a des choses qui m'exaspèrent dans la société et je pense que j'aurai encore des choses à raconter. Alors je rappelle votre livre, Pieds de carton et jambes de bois, Frédéric Lefebvre, ici présente, et chez Edilivre, qui est votre éditeur. Voilà. Merci Frédéric. Je vais maintenant passer à un autre exercice et un autre livre, Les tribulations à l'intérieur d'un cerveau tourmenté et autres nouvelles de Bruno Piquet, qui est à mes côtés. Et Bruno Piquet, qui édite, lui, chez Leitmotiv. Donc on retiendra cet éditeur. Alors déjà, je voudrais présenter la couverture de ce livre à la caméra. Voilà. Bon, alors, c'est curieux, comme c'est un livre cartonné, bien sympathique. Son poids aussi. Hein. Voilà. Alors ce dessin, c'est un peu surréaliste, c'est comme dessin. Oui. Il y a des gros yeux. On dirait un sous-Picasso, si on peut appeler ça comme ça. Si vous voulez. Hein, oui. Alors est-ce que c'est votre cerveau, Bruno Piquet, qui est tourmenté ou pas? Oui, enfin tourmenté, on pourra s'expliquer sur le mot. Mais c'est vrai que c'est une très belle couverture, puisque mon éditeur
exploite aussi un studio graphique. Et alors, tourmenté, oui, mais c'est des tourments littéraires, des tourments poétiques. Hein, oui. C'est pas... Oui, enfin, on s'en remet très bien. On s'en remet très bien, enfin littéraire, mais bon, il y a quand même quelques... Alors c'est un livre de nouvelles, je le précise, parce que le genre de la nouvelle est assez peu usité de nos jours. On fait des romans plutôt, on fait des essais, mais les nouvelles, l'avantage des nouvelles, c'est que c'est assez court, et puis qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est un genre amusant pour l'auteur et c'est un genre intéressant pour le lecteur aussi, parce que effectivement, c'est court. Il n'y a pas beaucoup de métaphysique dans une nouvelle, on va directement au sujet, il n'y a pas 50 000 personnages, il faut les recentrer. L'action est assez ramassée également, donc très très bien pour notre époque moderne. Où les gens malheureusement n'ont pas le temps de lire. On dit qu'aujourd'hui plus personne ne lit et tout le monde écrit. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est pas faux. Mais je peux dire que... Où tout le monde fait écrire aussi, ça arrive assez Oui, souvent. alors ça je vois d'ailleurs à quoi vous pensez, monsieur Bonne-Maison. Bon, mais c'est vrai que dans mes déplacements, pour voir ce que devient mon livre, eh bien, je me suis aperçu que dans la région, des librairies fermaient. Oui. Des librairies on pensait qu'elles avaient pignon sur rue et puis en fait... eh bien, c'est fermé. En tout cas, ici, au centre culturel Leclerc de Clisson, ça ne ferme pas. Certainement pas. Ça ne ferme pas. C'est pas demain la veille. Et vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors, votre livre, là, Un secret peut en cacher bien d'autres. Oui. Oui, ça, c'est une évidence. Alors là, c'est une drôle de nouvelle. Oui. Parce que... Avec des références historiques au bombardement de 1943. À Nantes. À Nantes, oui. Et puis, j'ai aussi voulu montrer que l'âme humaine avait ses côtés particuliers, beaucoup de cachotterie, c'est-à-dire qu'on a tous un personnage qu'on fait voir aux autres, on essaye de faire en sorte qu'il soit flatteur, et puis parfois, c'est peut-être mon travers professionnel qui m'a appris ça, on va y revenir, mais d'autres aussi peuvent c'est un travers, oui, c'est un travers en effet, puisque notre ami Bruno Piquet était officier de police. Donc, oui, officier. Le mot est juste. Alors, oui. Et donc, on voit que derrière tout ça, souvent, il y a beaucoup de noirceur. Par exemple, j'ai jamais vu quelqu'un dans un divorce dire ah oui, ma femme est partie, elle a raison parce que je suis un gros salopard. Ouais, c'est pas jouable ça. Donc tout le monde se fait quelque chose de flatteur. Donc c'est un peu cette nouvelle. Et puis oui, il y a des références à la résistance. À l'histoire, à la résistance. Oui. Bah, écoutez, c'est pas très encourageant, votre résistant, là, en l'occurrence. Non, parce que c'est une belle personne au début. C'est une belle personne. Et puis après, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à redire. Et puis il y a aussi d'autres références historiques. Par exemple, il y a le grand dérangement, ces gens qu'on a évacués du Canada, enfin les Anglais les ont chassés parce qu'ils étaient suspectés de sympathie à l'égard des Français, et ils ont parcouru les océans, certains sont arrivés notamment à Nantes, une partie est venue habiter le quartier de ce qui deviendra le quartier nantais de Chantenay, et d'autres ont refranchi une nouvelle fois les océans pour se retrouver en Louisiane. Donc c'est pas forcément bébête, il y a des petites choses de réflexion dans ces nouvelles. Enfin, je et pense. puis alors, à contrario, vous dites là, à un moment donné, c'est une nouvelle, les assassins ont eux aussi un cœur. Oui. Bon. Oui, alors ça c'est une expérience professionnelle. Oui, je rappelle. J'étais commissaire divisionnaire à Nantes. Voilà. Effectivement, j'ai été saisi d'une affaire qui a été traitée en 2 temps 3 mouvements. Et à l'observation de celle-ci, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, les assassins avaient aussi un cœur. Il faudra lire pour comprendre. On ne va pas tout dévoiler. Non, mais les assassins ont un cœur. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous avez fait sauter beaucoup de procès, de voitures quand vous étiez commissaire divisionnaire ou pas? Certainement pas. Sauter, c'est un mot qui me fait hurler. Bon. Il y a des exonérations qui sont motivées. Oui. Et ce n'est pas du tout la même chose. Le commissaire divisionnaire que j'étais, officier du ministère public, dispose de l'autorité des poursuites sous le contrôle du procureur. Mais c'est juridiquement cadré, c'est pas n'importe quoi, c'est pas comme on le dit bien souvent, il ne pas sauter les contraventions contre un excès de vitesse. Oui, c'était absolument pas. Bon. C'est une... Et voilà, je n'aurai pas pour détracteur notre ami avocat. On verra tout à l'heure. Alors, moi j'ai une petite nouvelle là, que j'ai lue là, dans votre livre, le Père Noël. Parlez-nous de cette nouvelle-là, parce que
C'est la saison. Alors c'est l'actualité, le Père Noël. Hein. Le Père Noël, oui, dans cette nouvelle, il y a un petit peu de philosophie, mais avec un petit P. Faut pas exagérer. Donc, c'est une nouvelle sur la destinée, le litre arbitre, c'est-à-dire que... Le litre arbitre. Le libre arbitre. On parlait d'exonération de contravention tout à l'heure, mais de là parler. Vous avez fait un lapsus révélateur. Il a bien dit le litre arbitre. Monsieur Bonne-Maison, je vous soupçonne de l'avoir fait exprès. Mon cher maître, vous avez bien entendu, litre arbitre. Moi aussi, j'ai bien entendu. Alors revenons sur le libre arbitre. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que notre destin est joué d'avance. Bien souvent le cas, des petites choses innocentes vont nous conduire à telle ou telle conduite. Et là, dans le cas qui nous intéresse, si je puis dire, c'est la mort d'un des personnages. Mais c'est un petit peu comme l'effet papillon, où trois choses de peu d'importance se produisent dans un avion, trois petits incidents qui en pris séparément ne valent rien du tout, mais ils vont précipiter 450 passagers au fond de l'océan. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai écrit, Père Noël 2.0. Voilà. C'est en tout cas un charmant petit livre qui est bien écrit. Merci. Il y a un zeste de Raymond Queneau là-dedans. Je veux dire que ça a un côté surréaliste, d'ailleurs comme la couverture. J'y reviens un petit peu. Et en tout cas, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Et ici, bien entendu, au centre culturel de Leclerc, puisque nous y sommes. C'est votre deuxième bouquin. C'est mon deuxième livre, oui. Avant, vous aviez fait L'enfant trouvé dans un panier. Oui, qui avait une autre présentation, 800 pages et 800 pages. En 2 volumes et 450 pages de pages. C'était un gros bébé, 800 pages, non? Oui, l'accouchement a été difficile, et un gros panier, mais son éducation encore plus. Oui, d'accord. Alors, voilà, Bruno Piquet, Tribulation à l'intérieur d'un cerveau tourmenté et autres nouvelles. Voilà. Chez Leitmotiv, l'éditeur. Merci. Je dois dire aussi qu'on peut le trouver sur Internet, tribulation pluriel, tribulationcerveau.blogspot.com. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Merci Bruno Piquet. Et maintenant, je vais vous parler d'un animal curieux qu'on ne trouve pas dans les zoos facilement, qui est un singe vert, de couleur vert. L'auteur, c'est Philippe Maire. Et l'éditeur, Yellow Concept. Alors, je vous fais voir ce livre avec un singe vert. Alors, Philippe Maire, ce singe, il vient de la planète Mars pour être vert ou quoi? Non, le singe vert, c'est un restaurant à New York voilà. où une partie de l'intrigue se passe. Et pourquoi j'ai arrêté ce titre? Parce que c'est dans ce restaurant que la vie du héros bascule. C'est un livre sur l'être et le paraître, la course à la reconnaissance est effrénée, et le héros court toujours après le toujours plus. Et puis un jour, sa vie bascule parce que sa femme lui téléphone pour lui dire que son fils est en prison pour trafic de drogue. Et là, il s'aperçoit qu'en réalité, il court après des chimères. C'est un peu autobiographique, non pas, mais ou en tout cas, c'est inspiré d'une affaire que vous avez connue. Comme de gens que j'ai rencontrés, sans doute. Comme, vous savez, la définition du roman par Franck-Olivier Gisbert, c'est des histoires vraies racontées par des menteurs. C'est ça. Donc tout est vrai et tout est faux. Tout est faux en même temps. Vous êtes plutôt vrai ou plutôt menteur? Les deux, mon capitaine. Très bien. Oui, je rappelle à nos téléspectateurs que Philippe Maire est avocat au barreau. Juste une petite digression. Il y avait beaucoup d'avocats dans la rue la semaine dernière. Oui. Et la semaine d'avant, vous y étiez, non? J'y étais pas, mais je suis solidaire. Vous étiez solidaire. Bon, c'est très bien. Alors, le singe vert, donc ça se passe à New York, c'est une manière de polar un peu en même temps. Oui, enfin, c'est une partie se passe à New York, une partie en Roumanie, une partie en France. Enfin, voilà. Est-ce que ça finit bien? Ça finit bien. Sans nous dire la fin, mais est-ce que ça finit bien? Ça finit bien. La fin est ouverte. Oui. Et le lecteur pourra raconter son histoire, terminer l'histoire à sa guise. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disent à quand le deuxième volume? Mais oui, alors à quand le deuxième volume? Il n'y en aura pas parce que je finalise là un autre ouvrage, mais qui n'a rien à voir sur la justice. Mais là, si vous voulez, ce que j'ai voulu écrire dans ce livre en 200 pages, si vous me permettez, je vais
Après, j'ai pris une leçon d'humilité parce que j'ai trouvé une phrase d'un jeune auteur pas très connu qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Blaise Pascal. Blaise Pascal, et en 4 lignes. J'ai connu Pascal Blaise, mais c'est vrai. Et en 4 lignes, il a dit ce que moi j'ai mis 200 pages à écrire. Oui. Et je trouve qu'il est très fort. Oui. Nous voulons vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire et nous nous efforçons pour cela de paraître. Nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et négligeons le véritable. Et là, voilà, il est très fort parce que moi, il m'a fallu 200 pages pour écrire, pour m'approcher de cette vérité. Il était spécialiste, Pascal, des mouvements ondoyants et divers aussi. Voilà. Alors, tous les trois, j'aimerais que vous me parliez de vos, si vous en avez, de vos difficultés, non pas à écrire, puisque vos 3 ouvrages sont excellemment écrits, mais les difficultés, si vous en avez, avec vos éditeurs, parce que c'est pas facile quand on est un auteur pas très connu encore, ou une auteure pas très connue, c'est pas toujours très facile de trouver un éditeur, de se faire éditer, sauf à payer soi-même. C'est une chose que personnellement je comprends pas beaucoup, parce que écrire un livre c'est du travail, nous sommes d'accord. Et alors on travaille, et en plus il faudrait payer pour le travail qu'on a fourni. Sans être un syndicaliste farouche, alors, ça me paraît un petit peu dépassé tout ça, non? Je pense que tous les trois on a un handicap, on s'appelle ni Nabila ni Sophie. Moi j'en ai 2. Oui. Et si on s'appelait Nabila, Sophie d'avant, ou si on était passé dans l'amour et dans le pré, on aurait été édité. Valérie Trierweiler, oui. édité à Rennes. Voilà. Parce que c'est un produit commercial et c'est pour faire c'est ça. Il faut vendre. Vous êtes en train... un produit de consommation et nous, avec nos illusions et notre plume, on n'intéresse personne. Voilà. Si ce n'est la TV Sévramen. Oui, bien sûr, vous êtes très aimable. Ça rejoint ce qu'on disait sur le paraître, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un monde d'image. À partir du moment où vous avez réussi à faire parler, à être dans les médias et être connu, vous allez y arriver. Si on n'est pas connu et qu'on n'est pas passé dans les médias et que c'est notre première, voilà. Mais ça correspond aussi au paraître. Si on est humble et on est resté, c'est pas forcément les gens qui sont les plus humbles qui arrivent le mieux. Oui, mais moi je pense qu'il ne faut pas être trop humble, en ce sens où il faut aller de l'avant, il faut savoir défoncer les portes. Mais même en les défonçant. En ligne, moi je l'ai fait. Moi j'ai eu 2 expériences malheureuses. Puisque mon premier éditeur, pour cet enfant trouvé dans un panier, il n'a pas de chance, votre enfant. A mis la clé sous la porte, et ça s'est terminé d'une manière assez lamentable. Bon, mais il y a quand même des éditeurs qui sont en recherche, parce que moi je vois les libraires, et puis tant pis pour les grands auteurs, mais ils me disent Musso, on en a marre, Houellebecq, il n'y a que lui. Je ne parle pas de 50 nuances de gré. Oui, c'est très mal écrit d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai dit, mais je pense tellement fortement que vous l'avez repris. Mais il y a quand même des éditeurs qui sont en recherche, notamment des petits éditeurs. Alors forcément, c'est pas la grande porte, ils n'ont pas de grands moyens. Moi, je suis très très satisfait d'être édité par Leitmotiv. Je termine. Et j'ai envoyé 25 manuscrits en ligne et 15 sous forme de papier, ça finit par coûter. Moi aussi, j'en ai envoyé 15 et j'ai donc c'est pas beaucoup, Il y en a certains qui sont à 100, 150 essais malheureux. Moi je suis un auteur on arrête par souci financier aussi. Moi au bout de 15, j'ai écrit à Rennes, à Albin Michel. Alors j'ai quand même vu, moi, qu'on m'avait dit que s'il y a la petite étiquette, c'est qu'ils prennent quand même le temps de ne pas le jeter à la corbeille, mais de le lire. Sauf qu'ils vous répondent, nous avons notre quota de manuscrits, nous avons notre quota de récits. Pas à la ligne éditoriale. Oui, voilà. Oui, donc, alors, je pense que par-delà l'éditeur, ce qui est encore plus important, c'est un éditeur qui a un diffuseur. Voilà. Parce qu'il faut avoir accès aux médias, ce que nous avons aujourd'hui. Mais il est évident que si on écrit avec un éditeur confidentiel et si c'est pas diffusé, on n'a aucune chance de passer. Et à partir du moment où on n'est pas diffusé, on n'est pas connu. Et si on n'est pas connu, on a le prochain bouquet, on a les difficultés aussi à retrouver un éditeur. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Merci Frédéric, merci Philippe Maire, merci Bruno Piquet. Je rappelle vos ouvrages. Le Singe Vert, donc,
de Philippe Maire. Vous l'avez lu, le Singe Oui, je l'ai lu, j'étais intéressé. Vous l'avez lu? Non, vous l'avez pas lu? Ça m'intéresse le sujet. Mon ami ne dit pas de mal de mon ancienne profession. Et puis tout à l'heure, vous avez dit, Pour l'instant. est-ce qu'un avocat peut mentir ou quelque chose du genre? Non, je lui ai demandé si je l'ai pas dit. Je lui ai posé la question. Il a répondu, ça dépend des jours. Donc, Philippe Maire pour le Singe Vert, Bruno Piquet pour les tribulations à l'intérieur d'un cerveau perturbé. Tourmenté. Et tourmenté. Et puis pied de carton et jambes de bois pour Frédéric Lefebvre. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un mois, au mois de janvier, pour cette même émission, pleine page, depuis le Centre culturel Leclerc de Clisson. Et joyeux Noël à toutes et à tous. Merci.